Nouveau-Mexique, la plus grosse pistache. On n'avait aucune idée de comment poussaient les pistaches. Sur quel support en fait. Bah, c'est un petit arbre. C'est mignon. Nous sommes à Pistachio-Land. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça se situe entre Three Rivers, où nous étions ces derniers jours, et notre prochain arrêt, nous allons faire une petite dégustation de pistaches et des glaces à la pistache. Mais on dirait qu'il y a du monde. Tout le monde a la même idée que nous. C'est bien, tu peux goûter. Alors bien sûr, une fois que tu as pu déguster toutes les sortes, je dis bien toutes les sortes de pistaches, tu peux choisir. Et ton choix se fait entre celles qui sont avec la cosse ou sans. Moi j'ai trouvé, je vais faire dans la demi-mesure. Voilà, on peut y aller. Tout compte fait, je crois qu'on va en prendre moins. J'ai pas vu que ça coûtait 122 $ le sac. Si jamais, pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas très loin de Roswell. Les villes que nous n'avons pas visitées, ce sera pour une prochaine fois. Et à Roswell, vous savez, la zone 51, les aliens, les extraterrestres. Ça fait peur. Petite glace. Pensez bien, après avoir visité le magasin, il fallait bien aller chercher une petite glace à la pistache. Il faut se dépêcher parce que je pense que ça va vite fondre. Tout ça pour moi. Autant vous dire que cette glace à la pistache était excellente. C'est donc ici que Thomas McGinn commença à exploiter les pistachiers en 1980. Il en planta 12 500 ainsi que 14 acres de vignes. Ici, tu peux venir donc déguster des pistaches, mais aussi du vin. Tu peux également aller faire un tour dans la ferme. Et au cas où, tu peux même acheter des pistachiers. La Grande Pistache fut construite en 2008 en l'honneur de Thomas McGinn, qui a été le fondateur de cette ferme. Cette pistache mesure 30 pieds, soit environ 10 mètres. Et puis derrière moi, avec au premier plan des vignes, en arrière-plan, la poussière des White Sands, soulevée par le vent qui règne souvent ici au mètre, étant donné que c'est un grand plateau. Et il paraît que c'est ça la van life. Alors il paraît que c'est ça la van life. En fait, on devrait construire un deck sur le toit du RV. Nous sommes au bord du lac Holloman, tout près de la Holloman Air Force Base, et pas très loin non plus du White Sands National Park. Un BLM, nous sommes quasi tout seuls, nous sommes deux. Alors le vent, il souffle, mais il souffle, il souffle.
Paraît qu'il va se calmer, heureusement. Hervé est un peu sale, mais il va aller faire un petit, on peut pas dire lifting, mais un petit contrôle tout prochainement. Mais ça on vous dira dans la prochaine vidéo, ou peut-être même celle de après encore. Nous parlons du Lake Holloman. T'as pas le droit de t'y baigner, t'as pas le droit d'y boire non plus. D'ailleurs, il n'y a pas un seul oiseau dessus. Semble-t-il que ce sont des lacs d'évaporation. Et puis que ce qui s'évapore n'est pas forcément très bon pour la santé. D'ailleurs, ce site était fermé jusqu'en 2023. Bon, depuis, on est tranquille. Un petit peu de frustration. Est-ce que ça se voit de mes yeux? Il y a une petite larme qui coule? Non, même pas, il fait trop sec. Watsons National Park. Cela fait déjà plus de 15 jours que nous savons que nous ne pourrons pas le visiter. Et oui, il est fermé au miles numéro 3. Pourquoi cela? Un jet s'est écrasé un petit peu plus loin il y a plus de 2 semaines. Ce qui fait qu'ils ont fermé le parc pour des raisons de sécurité. En fait, c'est pour chercher toutes les pièces qui sont éparpillées au milieu de ce parc national. Nous ne pouvons donc en visiter qu'une infime partie. Mais finalement, plutôt que de la frustration, avec Carole, nous nous sommes dit, ce sera l'occasion de revenir. Il peut y avoir de l'eau ici. Paradoxalement, bien que le taux d'humidité soit entre 6 et 8%. Nous avons par ailleurs reçu une alerte à ce sujet. Comment peut-il y avoir de l'eau? C'est en été, juillet-août, lorsqu'il y a des orages. Et puis, il y a également de l'eau tout en dessous qui descend des montagnes. D'un côté, les montagnes de Sacramento, et puis de l'autre, je ne me rappelle plus, ce qui fait que je vous mettrai le nom juste ici. Juillet-août étant la période la plus tempétueuse, et la période la plus chaude est celle où nous nous trouvons, enfin également avec juillet et août, soit d'avril à juin. Et au niveau des saisons, pour continuer, la période la plus froide, on va revenir en arrière, c'est celle de décembre à mars. Et la période qui est chaude, sans être extrême, c'est celle de septembre à novembre. Donc, finalement, il vaut mieux revenir entre septembre et novembre. C'est peut-être ce qu'on va faire, dites donc. Allez, continuons. On peut faire 2 trails, donc on va pas se gêner, hein, même s'ils sont relativement courts. Et j'adore le bruit. On dirait comme sur la glace ou la neige. Qu'est-ce que ça dit? On est mal barré? Est-ce qu'elle est barrée? Je parle de la route, hein. Nous allons faire donc, comme je le dis tout à l'heure, les 2 trails, parce qu'il n'y en a que 2. Et notamment celui-ci, le Dune Life Nature Trail qui fait 1,6 km ou 1 miles. Et puis on va le faire à l'envers parce que, donné qu'il n'y a que 2 trails à faire, beaucoup de monde est au même endroit. Comme ça on ne va pas suivre les autres comme les moutons. Et puis cette partie sur White Sands sera très courte. On en fera beaucoup plus lorsque nous reviendrons. Et ce qui est fort dommage, c'est que au final, nous ne pourrons pas rouler avec Hervé sur le sable. C'est ce qu'on voulait faire. Le sable, c'est comme de la farine. C'est tellement fin. C'est incroyable. C'est pas un caillou. C'est que du sable aggloméré. Et pourquoi le sable est-il blanc? Et de quoi provient-il? C'est du quartz de sélénite qui au fil du temps s'est effrité pour donner du sable fin.
Ici, le parc est fermé à cause de la chute d'un avion militaire. C'est parce que nous nous trouvons dans une zone militaire à côté de la Holloman Air Force Base, mais aussi du White Sands Missile Range. C'est-à-dire que c'est là qu'ils font des tests de missiles, où il arrive 1 à 2 fois par semaine que le parc soit fermé pour 1 à 2 heures lors de tests de missiles. C'est également ici le berceau ou le lieu de naissance de l'ère spatiale américaine. T'as pas le droit? Je sais que j'ai pas le droit, mais je vais le lâcher. On dirait des petites crottes. C'est dur. Alors, après les parkings Walmart, après les BLM, nous voici dans un arrêt Harvest Ost. Le Harvest Ost, je pense qu'on l'a déjà dit, peut être comparé à France Passion ou Terrego au Canada. C'est des arrêts, par exemple, chez des producteurs, chez un éleveur, dans une ferme, une église, un musée. Enfin, il y a beaucoup de choix. Nous sommes ici donc à Deming, au Nouveau-Mexique, toujours en direction de Tucson. Oui, puis ça se dit pas Tucson, mais Tucson. Nous sommes chez Les Combes. Le principe des Harvest Ost étant que tu peux y passer une nuit, en règle générale une, pour autant que tu consommes ou participes ou fais une donation. Ici, nous allons déguster du vin, car nous sommes chez la famille Les Combes, une ancienne famille française, ou plutôt française d'Algérie, soit un pied noir, qui a dû partir en 1962 et qui s'établit en Bourgogne. C'était déjà un vigneron en Algérie, il continua donc à faire la même chose en Bourgogne, et après avoir séjourné 18 ans en Bourgogne, il vint s'établir ici au Nouveau-Mexique en 1980. Il planta son premier cep en 1981 pour faire sa première récolte en 1984. C'est aujourd'hui la 6e génération qui tient cette maison de vin. C'est bien dit ça. C'est bien dit. Alors pour moi, ce sera une dégustation de vin blond. On ne se refait pas. Et pour Carole, une dégustation de bubbly. Des bulles. On ne se refait pas non plus. Chacun sa classe. Ouais, c'est ça. Alors que le train est toujours en train de nous dépasser, c'est toujours le même. Nous traversons une plaine de désert. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons des panneaux qui annoncent « Attention, danger, tempête », non pas tempête du désert, mais tempête de poussière. Il est également mentionné ce que tu vas faire en cas de tempête de poussière. Soit quitter la voie, maintenir ton pied sur les freins, rester attaché et arrêter le moteur. Voilà, tout un programme. Maintenant, on est bien content de ne pas avoir à subir une tempête de poussière.
venons d'arriver au Chiricahua National Monument. Ça se voit d'ailleurs, nous ne sommes pas très bien équipés au niveau des pieds. On est en gougoune, au Birkenstock, tout ce que vous voulez. On n'a pas mis encore nos chaussures de marche. C'est pas très malin d'ailleurs, parce que c'est pas très carrossable tout ça. C'est pour ça qu'on vous en dira un peu plus sur le Chiricahua National Monument un poil plus tard, lorsque nous ferons à nouveau une randonnée. Mais à part ça, ces pierres, c'est juste fabuleux. Oh, un caclon, dis donc! Un caclon! Bien que cela s'écrive un caquelon, nous les Vaudois, on dit ça, on appelle ça un caclon. Pour moi, le meilleur des caclons, c'est celui en fonte. Or certes, ça pèse son poids. À l'intérieur, il est émaillé. C'est parfait pour faire la fondue. Il n'y a rien de mieux. Pourquoi? Parce que la chaleur, elle se transmet de là jusque là. Et puis le but d'une fondue, c'est que ton fromage, il reste non pas chaud, mais tiède jusqu'au bout. Donc il faut aussi savoir régler la flamme, afin que celle-ci descende petit à petit, au fur et à mesure que le volume de fromage à l'intérieur, que tu vas tremper ton bout de pain, descend. On a bien fait, on est dans la montagne. Et quoi de mieux que de manger une fondue à la montagne? Même s'il fait 30 degrés, c'est pas grave. Ça nous arrive souvent, même en été, d'aller manger une fondue là-haut sur la montagne. Juste pour savoir s'il a supporté le voyage. T'auras un morceau de pain au moins ce soir. Oh, c'est bon, hein. J'arrête. Oui. Le vrai bonheur. Il existe plusieurs fondues, bien sûr. En France, vous avez notamment la fondue savoyarde, qui pour nous n'est pas une véritable fondue. On va pas se faire des copains, c'est pas grave. Il y a aussi la fondue au comté. Carole en a un certain souvenir. Il y a un petit morceau qui a eu de la peine à passer. Et puis, chez nous, en Suisse, et dans le canton de Fribourg, mais en Valais aussi, on mange la fondue au gruyère. Mais le plus souvent, la fondue moitié-moitié. C'est-à-dire que celle-ci est faite à moitié de gruyère et à moitié de vacherin fribourgeois. Le vacherin fribourgeois est plutôt crémeux, alors que le gruyère est lui plutôt à tendance florale ou salée, ce qui fait que le mélange est parfait. Certains font même un tiers, 2 tiers, soit un tiers de gruyère et 2 tiers de vacherin. Mais tu peux aussi manger de la fondue uniquement au vacherin fribourgeois. Mais celle-ci est alors, allez, à peine tiède. Et tu la manges avec des patates, plutôt qu'avec du pain. Alors, lorsque nous mangeons une fondue moitié-moitié, on la mangera avec du pain, qui aura au moins un jour, car il faut que celui-ci est légèrement rassis, et des patates. Ce sera beaucoup plus léger. Et puis le pain, parce que le problème aux États-Unis, du pain avec de la croûte, t'oublies. Eh ben, rappelez-vous, nous avions acheté des baguettes à San Miguel de Allende, au Mexique. Eh ben, on l'a congelé après avoir passé la frontière. Là maintenant, il est en train de décongeler. Là. Certes, la baguette sera pas le meilleur des pains, mais à foi, on fait avec ce qu'on a. On vous montre tout ça après. Oh, j'en salive déjà.
On a perdu des bouts de pain. Le fouet. Vous pouvez le voir qu'on a dû faire une certaine installation pour éviter que le vent ne souffle la flamme. Et puis, ça c'est magnifique. Quoique le feu est un peu fort, même au minimum. Car je rappelle que la fondue ne doit pas cuire, elle doit juste faire des bulles de temps en temps. Et puis on a dû faire attention parce que les osios ici sont friands du pain. À peine nous étions sortis qu'ils nous couraient après. Tels que le jet mexicain ou le pic. Et puis, pourquoi mangeons-nous une fondue? C'est grâce à Ohana Manuawi que nous avions rencontré la petite famille ou la grande famille au bord de la mer des Caraïbes, à Manoual. Merci beaucoup, vous nous avez donné l'idée de prendre le caclon et le fromage. Alors, je vous souhaite bon appétit. Allez! Alors, ça fait du bien quand il y a un petit peu de vent, parce qu'il est à peine 10 heures que le soleil cogne déjà. Et pourtant, nous sommes dans un canyon. Nous avons eu la naïveté de croire qu'en passant dans un canyon, on serait à l'ombre. Eh ben, pas du tout. Il y a quand même pas mal d'arbres. Nous sommes dans le Rhyolite Canyon, toujours dans le Chiricahua National Monument. Vous avez vu ces montagnes? C'est juste magnifique. Et puis leur forme est étonnante. Il s'agit à la base de roches volcaniques. Et puis celles-ci se sont au fur et à mesure du temps légèrement penchées vers l'ouest. Ça n'a rien à voir avec le déplacement des plaques tectoniques, c'est juste qu'elles sont penchées un petit peu avec le temps. Et puis comment celles-ci se sont-elles formées? Tout simplement avec des fissures à cause du temps, de la température, du gel, de la neige, de la pluie, du vent, des plantes. Et au fur et à mesure, la roche s'est érodée pour créer certaines fois des pinacles, de longs bâtons, et puis les pierres qui se balancent au haut d'une roche. Tu crois qu'elle va tomber parce qu'elle est tellement grosse et son support est tellement petit que tu dis au moindre vent elle va verser. Eh bien non, pas du tout, parce qu'elle tient encore à son pied avec la roche. Vous m'avez compris? Enfin moi je me suis compris, c'est déjà l'essentiel. Est-ce qu'on a bien digéré la fondue? Alors pour moi, ça s'est très bien passé. Oh que oui, elle a bien passé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire une petite randonnée ce matin. Voilà. C'est pour éliminer les quelques calories laitières. Une autre chose très importante. Ah oui, elle est vachement importante celle-là. Cela fait une année que nous sommes en Amérique du Nord. Pile poil. Pile poil. 23 mai. Nous sommes arrivés à Miami le 23 mai. Il y a 12 mois. Il y a 12 mois. Est-ce que tu te rends compte de cela? Non. Du trajet accompli depuis? Non. Bon, ben, ça passe tellement vite que j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'était hier en fait. Non, j'exagère, mais peut-être 6 mois, 7 mois, mais pas une année quoi. Non? Non. Non. Nous voici à la croisée des chemins. Là ça monte et là ça monte aussi. Alors c'est pas un problème en soi. Le problème, qui n'en est pas un non plus, c'est que nous allons faire autre chose. Nous allons aller au fond du trou. Donc il est nécessaire de rebrousser chemin et de faire le retour. C'était sympa cette montée. Ouais, de toute façon c'est pas une boucle hein. De toute façon c'est pas une boucle. C'est aller-retour. C'est pas une boucle si c'est aller-retour. Et l'aller-retour, qui n'est pas une boucle, représente environ 5 km.
avec un dénivelé d'un peu plus de 200 mètres. Allez, on redescend. Vous avez pu voir que la nature nous a gratté avec la présence d'une biche et de son petit. Puis j'ai voulu m'approcher du petit parce que je voulais voir son petit cucu tout blanc. Il est temps donc de partir au fond du trou. Et puis ce matin nous nous sommes parqués là. Rappelez-vous, à Chisos Basin, dans les montagnes du Big Bend, nous avions dû accélérer le pas afin de libérer la place de notre camping à l'heure. Ce matin, on s'est dit on va pas faire la même erreur. Donc nous nous sommes déplacés directement sur le parking du Visitor Center. Maintenant, il est l'heure de fond du trou. Des Chevrolets, faites votre choix. La première ou celle du fond? Je vous ai dit qu'on allait au fond du trou. Il est là. Alors c'est en grimaçant et la visière sur les yeux qu'on vous dit que le fond du trou, ce sera pour la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Allez, au revoir. ciao. Likez, le pouce, la totale. Les On vous commentaires. aime. Ciao.